À l'époque, quand on était enfant, on nous a montré que tu ne seras pas aimé si tu es en colère. Donc moi, je veux pas ne pas être aimé. Comme ce sont des parents de moi très très jeunes qui gèrent ça, ben, elles se disent on va pas se mettre en colère, sinon on n'a plus d'amour, on n'a plus d'attention. Et donc ça devient un terrain très très compliqué et miné. Et donc on s'en prémunit, on s'en coupe et on ne sent plus. Mais elle est là. J'ai une question concernant le corps. Tout à l'heure, tu l'évoquais et je t'ai entendu dire dans une interview juste cette phrase toute simple, le corps ne ment jamais. Et t'es passé assez rapidement à autre chose et du coup, je me suis dit, tiens, super, elle me donne une piste et elle l'explore pas. Du coup, on va le faire ensemble. Et j'aimerais qu'on parle un peu de cette incapacité du corps à mentir. Merci, ça me touche que tu évoques cette question. Ça me touche parce que j'ai souvent affaire à des personnes à qui je commence à évoquer les notions de traumatisme, des gens qui peuvent vivre des symptômes importants dans leur vie, que ce soit sur leur vie émotionnelle, sur leur ressenti physique, sur leur incapacité de ressentir certaines choses, comme par exemple la colère, l'incapacité à se mettre en colère, ou la propension à être tout le temps en angoisse, etc. Ou encore des symptômes psychiques, on va dire, ou plutôt d'accès à la capacité de réflexion, difficulté à se concentrer, etc., qui ont toute une série de symptômes. Et souvent, il arrive assez régulièrement que ces personnes-là me disent mais en fait, moi, je comprends pas parce que moi, j'ai pas eu de traumatisme, en fait. Moi, c'est rien pas spécial dans ma vie. Mon enfance était plutôt tranquille, plutôt banale, voire il y en a qui disent mon enfance était heureuse. Et pourtant, voilà, j'ai tous ces symptômes en fait. J'ai tout ça et ça me rend dingue en fait. Parce que c'est comme si tout ce que je vis ne se raccrochait à rien et du coup ça goûte faux et on me renvoie que bah, j'en fais des caisses alors que j'ai tout pour être heureuse ou tout pour être heureux. Et il y a tellement de détresse à cet endroit-là. Et pour moi, ce qui est mon fil conducteur, c'est cette phrase que tu as dit, c'est que le corps, il ne ment jamais. Le corps, il ne sait pas mentir. Moi, je peux, avec ma tête, raconter une histoire et dire bah, il s'est peut-être passé ci, ou il s'est pas passé ça, mon enfance était parfaite, ou au contraire, mon enfance était terrible. Je peux me dire plein de choses qui sont plus ou moins justes. Mais quand le corps manifeste une douleur, un ressenti, une contraction, une palpitation, un pincement, c'est en train de parler et le corps ne sait pas mentir en fait. Il est pas codé pour en fait. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, y compris d'agréable mais aussi de douloureux, ça raconte une histoire. Et ça raconte une histoire à laquelle on n'a peut-être pas accès avec notre mental, avec notre partie consciente, mais ça raconte une histoire vraie. Et donc, pour une femme qui n'a plus de désir, ou pour qui les relations sexuelles, c'est douloureux, elle est obligée de prendre sur elle, de se forcer parce qu'elle veut faire plaisir à son compagnon qui, lui, est en détresse parce que voilà, il n'y a plus rien qui se passe, elle se dit ça devrait être bien parce que moi, il ne m'est rien arrivé dans ma vie, donc il faut que je prenne sur moi. Eh bien, si votre corps réagit comme ça, si votre corps se ferme, s'il y a de la détresse, s'il y a une contraction, il n'y a plus de respiration, s'il y a quelque chose qui ne veut pas, eh bien, sachez que votre corps est en train de raconter une histoire. Et quand je dis qu'il raconte une histoire, ça, il faut être vraiment très précis sur la question. Je ne suis pas en train de dire que spécifiquement à vous, il vous est arrivé quelque chose de l'ordre d'un abus sexuel. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que votre corps raconte une histoire en lien avec l'intimité, avec la sexualité. Et que peut-être que cette histoire, on ne sait pas, elle vient de quelqu'un de votre lignée.
et que vous avez hérité d'une charge traumatique de votre lignée. Peut-être que vous êtes connecté à quelque chose de plus collectif. Et peut-être que ce sont un ensemble de, entre grands guillemets, de petites violences que vous n'avez pas perçues et qui ont généré cela dans votre corps. Donc, essayons de ne pas faire de raccourcis et de se dire, ah, du coup, si j'ai du mal à faire l'amour avec mon compagnon et que je veux plus, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose de l'ordre de l'abus. Il faut pas faire de raccourcis. Mais s'il y a quelque chose qui se passe dans un espace particulier en lien avec votre corps, c'est en train de raconter une histoire et ça a besoin d'être entendu. Et bien souvent, comme on sent que on a un problème chez soi, que ça ne devrait pas être parce qu'on n'arrive pas à le raccrocher à un événement, eh bien, on fait comme si c'était pas là, on se force, et après on développe des maladies, des choses qui vont, voilà, peut-être mettre un peu plus de distance justifiée, etc. Donc, voilà, pour moi, si votre corps, votre ressenti vous dit des choses, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu. Notre corps ne ment jamais. Hmm. C'est c'est puissant comme thème. Ça mériterait presque une discussion entière. Et du coup, je suis à la fois heureux qu'il y ait cette évocation. Et en même temps, bah, on verra si l'élan est là des deux côtés. Mais j'aurais presque envie de te dire quand est-ce qu'on se revoit pour parler du corps. Quand tu veux, avec joie. Ok, ben alors du coup je développe pas la suite parce que il y avait des trucs qui étaient là, mais je me dis dans le temps qui reste là, je voudrais passer la main à Gaëtan dans une vingtaine de minutes. Je me dis bah sinon on va faire que ça. Et puis j'avais plein d'autres questions qui sont juste derrière. Avec plaisir. Et je me dis bah déjà rien que le fait d'évoquer l'importance du corps, c'est quand même important. Si je vais quand même aller dans j'arrive pas à me retenir. Euh, et du coup, ce que je me dis, c'est en fait, si tu veux, c'est comme si la vie, elle était de plus en plus dense, d'une certaine manière. C'est plus l'information est solide, plus en fait c'est de la matière, tu vois. Et donc, ben, ce qui constitue notre part de matière, c'est notre corps, c'est nos os, c'est tout ce qui nous constitue physiquement. Et donc, les informations qui vont et qui ressortent par le corps avec des symptômes, avec des maladies, etc. C'est que pour moi, hein, c'est comme ça que je le traduis avec mes mots et mon peu d'expérience là-dessus. Vraiment, c'est juste presque de l'intuition ou de l'instinct, je sais pas trop, de dire l'énergie vitale, en fait, elle passe par des trucs, c'est tortueux. Il y a des barrages, il y a des, et donc du coup, ça crée. Plus on rentre dans la matière, si c'est pas traité, ça va ressortir dans la matière de façon, ça va faire popper des trucs, quoi. Ça va faire péter des trucs, ça va euh, rendre, comment on dit, Un- incapacitant. Je sais pas si c'est un vrai mot, mais tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et je me dis ça, ça témoigne de la fluidité avec laquelle l'énergie de vie peut passer de son point le plus fluide et le plus vaporeux au point le plus matériel et le plus dur. Et voilà, je sais pas si ça te parle ça. Mhm. J'aime beaucoup ce que tu évoques, Mathieu. Euh, je suis assez d'accord avec toi, vraiment dans la façon dont tu le présentes. Peut-être je compléterai en disant que hum, de par ma façon, voilà, d'envisager les choses, c'est que au moment où on vit les traumatismes, où on vit ces choses tellement choquantes, soit comment elle disait, ton invité, de non, C'est le non advenu. non advenu, voilà, qui pour moi sont les traumatismes de développement. Donc du non advenu ou que ce soit du traumatisme, au moment où cela advient, tu sais, je disais que c'est comme une part de nous qui, comme une boîte électrique de fusible en fait, où il y a un courant qui arrive et qui est trop fort et qui fait sauter un fusible et le fusible il est là pour éviter que tout prenne feu en fait, que tout le circuit prenne feu. Et donc en l'occurrence, quand on vit des traumatismes, en fonction, notamment quand on est tout petit bébé et qu'on commence à grandir, en fonction du stade dans lequel on est, les traumatismes vont venir impacter différentes zones de notre corps. Et aussi en fonction de la nature du trauma et du conflit qui se joue en lien avec le trauma, ça va venir directement impacter des zones de notre corps. Et donc, pour moi, il y a comme une double lecture. Il y a
Et cela qui se vit au moment où il y a le traumatisme qui va venir impacter. Par exemple, si c'est au moment où, dans la phase embryonnaire, ça va être peut-être plus au niveau des fascias, au niveau des articulations, et plus on grandit, voilà, ça va impacter certains organes. Et donc, au moment du traumatisme, ça s'imprime dans le corps, et c'est ce qu'on voit quand on consulte aussi le corps en même temps que les parties. Le corps se réveille en fait et il commence à vivre des choses parce qu'il y a un chemin qui s'est frayé à travers le corps. Et aussi, effectivement, ben, le fluide dont tu parles de la vie et qui atterrit de plus en plus dans la densité, ben, va venir prendre le corps aussi. Et pour moi, ben, quand on développe des maladies articulaires plus grandes, ben, souvent, c'est intéressant de regarder, tiens, qu'est-ce qui s'est passé plus ou moins à cette époque de ta vie, parce qu'il y a une corrélation, et ça a été prouvé. Il y a un docteur éminentissime que j'admire beaucoup, qui s'appelle le docteur Gabor Maté, qui a énormément travaillé sur la question des traumatismes et leur corrélation avec les maladies. D'ailleurs, il a un livre extraordinaire qui s'appelle Quand le corps dit non. Et donc, il explique à l'appui de dizaines d'études scientifiques le lien direct entre le corps et l'impact des traumatismes et comment voilà, tout ça s'articule et génère plus tard des maladies. Donc, il y a cette double dimension, je dirais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci pour ce complément et c'est exactement la façon dont on va l'expliquer. L'image du fusible, elle est aussi utilisée en maïeusthésie pour parler de. Je sais que toi tu parles des exilés, et nous on parle des êtres clivés, mais en fait finalement ça se recoupe vraiment beaucoup ces deux approches. Et oui, effectivement, ça complète bien cette information qui était beaucoup plus. En fait, j'avais pas prévu de dire ça et puis je l'avais pas pensé avant, donc ça me permet de moi de faire des découvertes à chaud. Il y a des étincelles qui se font, puis je te les partage. Mhm. Et oui, c'est bien d'avoir quand même le complément un petit peu plus appuyé, un peu plus large et un peu plus dense. Et donc merci pour ça aussi. Euh, Avec ce que je me dis, c'est beaucoup des gens qui suivent cette chaîne ont pour la plupart un mental puissant en fait, et qui débordent sans doute du rôle qu'ils devraient jouer au départ. Et donc je me demandais si toi, tu avais des clés, des possibilités, des partages pour aller vers l'ouverture et l'habitation de l'espace intérieur confortable en dehors du mental, c'est-à-dire l'espace émotionnel, le corps, les sensations. Mhm. Mhm. Merci pour ta question. Alors, je dirais que c'est pas forcément un espace confortable et c'est pour ça qu'on n'y est pas. Que l'espace du corps et l'espace émotionnel, c'est souvent un espace souffrant. Et c'est pour ça que c'est la magie de monter dans la tête, d'avoir des parts de nous qui rationalisent et qui analysent et qui font des liens et qui sont connectés au monde des idées. Parce que quand je suis là-haut, je suis pas là en bas. Et si en haut, j'ai fait ma petite piole super jolie, avec ouverture, avec un grand télescope, etc., mais que dans les étages en dessous, c'est un why sans nom, mais si je reste là-haut, il n'y a pas de problème, je ne sens pas. Et donc, c'est souvent compliqué pour les personnes qui habitent beaucoup en haut de leur dire bon ben peut-être que ça serait bien de trouver un appui dans le corps ou un appui voilà dans le monde émotionnel parce que soit ils n'y ont pas accès, ils n'ont pas accès à leur monde émotionnel ou quand ils y ont accès, wow, c'est trop débordant, ou soit le corps pour certains et pour beaucoup de gens qui sont restés un petit peu là-haut dans l'analyse, la mentalisation, rationalisation, souvent le corps c'est comme un territoire qui n'est pas ressenti en fait. C'est assez fréquent de dire bon, est-ce que tu sens ton corps? Bah oui, mais est-ce que tu le sens vraiment? Tu sens ta cuisse, ta jambe, ton bras? Parfois ça fait non, c'est comme un vide en fait, c'est comme une espèce d'absence, comme c'est difficile de sentir son propre corps. Pourquoi? Parce que tout ça, ça s'est comme engourdi parce que c'est le territoire où justement se sont gravées toutes les douleurs, les souffrances, etc., du plus dense au moins dense. Et donc, pour moi, la première chose qu'il est important de voir, et surtout pour les gens qui sont intéressés par le développement personnel ou certaines formes de spiritualité, c'est que dans ces milieux-là, souvent on stigmatise le mental. Et on dit le mental, c'est mal. Et il faut, genre, venez dans votre corps, etc. Et pour moi, il est important de voir juste honorons
c'est ce mécanisme merveilleux qui a fait que j'ai pu ne pas sentir tout le douloureux qui est en dessous, en fait. Donc, juste, ok, c'est pas un ennemi. Mon mental, c'est pas mon ennemi. C'est pas non plus, voilà, l'endroit où je vais pouvoir comme connecter le mystère, connecter le soi. Donc, il habite pas là-haut. Désolé, il n'est pas là-haut, même s'il aimerait croire que c'est là-haut. Mais à la fois, voilà, il a été plutôt cool d'être là parce qu'il nous a sauvé la peau, certainement, en fait, cette surrationalisation, etc. Donc, pour moi, un premier aspect, c'est comme mettre les choses à sa juste place, à leur juste place, en sachant que, bon, ben, ça a été mis en place sûrement depuis très petit pour que je puisse tirer mon épingle du jeu, pour que je puisse être appréciée, pour ne pas être grondée et pour ne pas sentir tout ce qui s'est engrammé ou gravé en moi. Et maintenant, ben, la question, c'est de voir si on peut devenir allié avec ce mental, parce que finalement, ça fait partie de nous, en fait, d'avoir des parts de nous qui réfléchissent, qui rationalisent. Et c'est de leur demander, tiens, est-ce que tu voudrais bien, comme venir avec moi en exploration, pour s'approcher petit à petit de ces espaces qui ont l'air très dangereux, mais on y va très doucement et très mollo. Et le fait de l'inviter dans la balade, au lieu de lui dire je te laisse, salut, mais genre viens, venons, mais juste baisse un petit peu le volume parce que si tu es trop intense et que tu parles trop, ben on reste là-haut, on peut jamais descendre. Et puis ensemble, on peut aller explorer les autres zones où il y a quelque chose de nouveau et d'autre qui habite. Et ça, notre âme, elle le sent en fait, l'intuition. Sinon, les gens ne seraient pas en train de regarder ta chaîne à l'instant présent parce Hmm. que je suis sûre qu'ils sentent qu'au-delà de, de la joie, il y a une excitation en fait à réfléchir, à penser, etc. Ça, c'est pas un problème en fait. Mais s'ils cherchent quelque chose d'autre, ça veut dire qu'ils l'ont peut-être pas trouvé là-haut. Et que bah, il Ouais. va falloir à un moment suivre un autre chemin, mais c'est pas contre, c'est avec. Super, ouais, merci. Cette image, elle me parle beaucoup. Je l'avais jamais eue. Elle est très simple, mais elle me parle beaucoup. C'est-à-dire d'avoir comme un immeuble au départ, et puis finalement, on se met à aménager le dernier étage comme un studio, et finalement, on oublie que au départ, on avait prévu d'aménager une pièce pour ensuite aller voir les autres, et puis faire des petits travaux, et puis finalement habiter l'immeuble entier ou inviter des gens, mais que l'information circule de bas en haut et que chaque pièce soit soignée. Au bout d'un moment, c'est comme si on avait pris le studio pour l'habitation principale et on n'a même plus conscience finalement. Enfin, ça me faisait cheminer un peu comme ça en moi-même et je me suis dit c'est très juste. Donc c'est le bazar et puis après à chaque fois qu'on voit le bazar, on se dit ouais mais je devrais pas en être là, ça devrait être dans un autre étage. J'ai eu cet immeuble il y a 10 ans et c'est toujours le bordel. Bon, autant retourner dans le studio, c'est déjà en place, c'est déjà fonctionnel et c'est même vachement bon. C'est vachement beau et c'est bien fait et il y a des jolis, il y a une jolie déco. Enfin, je maîtrise cet endroit-là, je le maîtrise et il est singulier, il est à mon image et je l'aime bien. Mm, totalement. Mm. Du coup, je te propose de passer à une séquence où je te pose un peu des questions rapides, ou en tout cas, tu essaies de faire venir les réponses les plus spontanées qui te viennent pour voir comment ça sonne pour toi. C'est ok C'est pour bon? moi. Ouais. Ok. Où en es-tu de ta peur de la folie? Mm. Ah, m'estime assez folle en fait, donc bon, ouais, j'ai assumé mon côté de folie et j'ai plus peur de comme perdre le contrôle. Je sens qu'il faut passer par perdre le contrôle précisément. Hmm, super. Dans quelle mesure est-ce que tu penses aider les gens que tu accompagnes? Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots? Dans quelle mesure? Genre en Ouais. pourcentage? En fait, je me demande, est-ce que tu considères déjà, dans un premier temps, la première question, ce serait, est-ce que tu considères que tu aides les gens que tu accompagnes? Et dans un second temps, dans quelle mesure, si la réponse est oui? Ok. Alors je ne les aide pas, mais je m'estime un guide très compétent qui les soutient dans leur propre hum, rencontre avec eux-mêmes. Et là, je suis sacrément bonne. Mais je ne les aide pas. Hmm. Ben, merci pour ça et bienvenue au club. Enfin, je m'inclus dans ton club. Je fais une petite entrée, je mets un pied dans la porte. Génial. Te protèges-tu des gens que tu reçois en séance? Excellente question. Non, mais
il y a une protection naturelle qui se fait parce que la plupart des gens que je reçois, c'est par visio parce que j'accompagne des gens un peu des quatre coins de la France et de Navarre. Et donc, j'ai très peu de gens en cabinet. Et de ce fait, l'écran amène une sorte de, voilà, d'espace ou de distance. Mais autrement, ma quête, c'est précisément de passer outre cette protection qu'est l'écran pour vraiment être là avec la personne. Donc, pour moi, c'est une supercherie de se protéger des gens. Au contraire, il s'agit d'être là au plus près, au plus présent de ce qu'ils vivent. Bah voilà, bah si on n'était pas par écran interposé, je te ferais comme ils font les Américains, tu sais, hein. Check. High five. Dans ton travail comme dans le mien, il me semble que le cœur, c'est d'accueillir les êtres humains de la façon la plus inconditionnelle possible. Est-ce que de ton point de vue, les changements sont plus issus de la reconnaissance, de la rencontre au sens noble du terme, que de la volonté? Ouh, je vois qu'elle elle fait un peu comme ça dans mon cerveau. La question, j'arrive pas vraiment à très bien la comprendre. Mais ce qui est sûr, pour répondre cash comme ça, c'est que la volonté, pour moi, elle n'a rien à voir dans la transformation intérieure. C'est juste Bah la volonté. c'est génial. Il va et on prend soin d'elle et on lui dit merci et on l'invite dans le bal. Mais il n'est pas du tout question de volonté dans la transformation. Tu as répondu de façon très claire à ma question tarabiscotée. Bravo. Question suivante. Pour moi, oser sa singularité, c'est avoir conscience d'être seul au monde. Que penses-tu de cette affirmation et qu'est-ce qu'elle te fait ressentir? Hmm. Elle me plaît. Elle me fait un petit peu chaud au cœur, comme un crépitement. Et à la fois, un endroit un peu joueur, et à la fois, j'ai envie de dire oui, mais non. C'est-à-dire, oui, on est singulièrement et fondamentalement seul, et on est singulièrement et fondamentalement relié. Mais effectivement, exprimer sa singularité, c'est toucher ce moi unique, en fait, que personne d'autre dans la galaxie et dans tous les temps n'a existé. Et ça génère une sorte de jouissance, en fait. Et donc, oui, je te rejoins à l'endroit de cette solitude, de cette unicité. Chouette. Est-ce que tu peux nous partager ta vision du libre arbitre, en quelques mots? Ah, libre arbitre. Le libre arbitre, pour moi, est exercé à partir du moment où je suis dans un espace où il y a de la conscience, un peu dans cet espace souverain, de curiosité, d'ouverture, où j'ai accès aussi à mon cortex préfrontal et aussi à mon cœur. Et donc, à partir de là, j'exerce mon libre arbitre, c'est-à-dire que je suis en capacité de répondre et non plus de réagir. Et à chaque fois où je suis mue par mes charges, mes parts, enfants, etc., je n'exerce pas mon libre arbitre, je suis juste le petit poupon comme ça qui bouge comme ça peut, voilà, de l'histoire du passé. Hmm. Justement, ça tombe bien. Ma prochaine question, c'est quoi pour toi la souveraineté? Mhm. Ah, c'est la, c'est d'être au centre. Ça me va. C'est parfait. C'est quoi pour toi l'objectivité? Ça me fait sourire parce qu'on a toujours un débat avec mon compagnon autour de l'objectivité, la subjectivité. Moi, je suis souvent plus partisane de la subjectivité, de l'intersubjectivité, que de l'objectivité. C'est pas une question très claire pour moi. En fait, j'ai pas la réponse de manière très claire. Euh, oui, c'est encore assez nébuleux. Ok. Bah, Objectivement, je ne peux pas. c'est quoi pour toi l'objectivité? C'est une zone nébuleuse. Merci. À à quoi servent les émotions, selon toi? Hmm. Elle raconte un élan de vie, quelque chose qui cherche à se dire, quelque chose qui nous traverse et qui sert à témoigner du vivant que nous sommes. Hmm. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Hmm. Hier, Hmm. Quelle place occupe le doute pour toi? euh, en ce moment, je dirais euh, une place plus saine parce que c'est le doute.
qui est amené pour venir questionner mes zones d'ombre en fait. C'est comme euh, si on me renvoie quelque chose de moi et que ça tilte et ça fait un peu mal et du coup je suis en résistance, j'essaye d'amener le doute curieux en fait, peut-être que oui, peut-être qu'il faudrait aller regarder et du coup bah, je m'en sers pour aller questionner des espaces qui sont assez douloureux à explorer. Après, quand j'ai des grosses décisions à prendre, il y a des parts de moi qui du coup sont en négociation et je dirais que le doute est cet espace qui se met en place le temps que tout ça se mette d'accord. Hmm. Quelle place occupe la colère chez toi? Hmm. Émotion en gros travail, c'est vraiment une des émotions qui est les plus difficiles d'accès pour moi, de par mon histoire. Et donc, j'essaie de lui redonner toutes ces lettres de noblesse et d'arriver à trouver le chemin pour la laisser s'exprimer. Euh, voilà, je m'entraîne beaucoup, en particulier avec mon compagnon, pour qui c'est une émotion beaucoup plus simple et qui, lui, est une personne qui accepte et aime être confrontée. Et donc, j'apprends à sortir de mon figement, parce que comme toi, j'ai plutôt quelque chose qui a tendance à se figer face aux conflits émergents, potentiels même, imaginables. Et donc, là, à sortir de ce figement pour sentir et que cette énergie revienne. Mais c'est voilà, une émotion qui est à la fois importante, mais qui n'a pas encore tout à fait sa place à 100% dans ma vie autant que je l'aimerais. Merci. Et je t'imagine, là, je peux pas m'empêcher de te partager cette image que j'ai eue de toi et moi dans une pièce face à face, immobile, en train de froncer les sourcils, et il y a quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engueulent. Totalement. Et j'en passe à la dernière question de ma petite série de questions un petit peu plus rapides, et pas des moindres. Est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? Ah, c'est joli. C'est envie tout comme ça, ta question. Alors, je dirais que ça dépend des moments, mais je m'aime de plus en plus et de plus en plus souvent. Et la façon dont je m'aime euh, peut prendre différentes manières, différentes voies. Euh, je dirais que ce sont des petits moments spontanés, que c'est pas le truc de je vais m'offrir un bain parce que je le vaux bien. C'est plus des moments où il y a quelque chose où je me reconnais et où je sens du bon, je sens du goûtu d'être la femme que je suis. Je sens que je m'aime quand je vis des choses très difficiles et que je m'assois pour traverser. Et que même si c'est difficile, voilà, je convoque la force voilà, du centre ou du soi pour prendre soin de mon monde intérieur. Et, euh, et voilà, ce sont des jaillissements d'amour qui viennent de plus en plus, qui à mon sens peuvent apparaître par le travail que je fais sur moi, voilà, très intense, très engagé, très profond. Et du coup, à chaque nouvel espace de ramener à la maison, ça laisse un creux pour que l'amour il traverse et puisse être ressenti. Et il y a des moments où c'est pas du tout là et c'est juste plein d'autres choses qui prennent le dessus. Mais voilà, je vois c'est un chemin actif euh, d'émergence d'amour. Chouette. Merci pour ce partage. J'ai une dernière question rituelle qui est vraiment plus anecdotique, mais qui fait rigoler à chaque fin de... Enfin, qui fait rigoler, je sais même pas si ça fait rigoler les gens, mais je la trouve bien, moi je l'aime bien celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a de plus banal chez toi? Ah, qu'est-ce qu'il y a de plus banal? Ah, c'est une très bonne question. Ah, c'est pas facile hein, de dire c'est quoi qui serait le plus banal. Bah, si tu veux, j'utilise les mêmes subterfuges
que l'ensemble des habitants de cette planète. C'est que quand j'ai envie de me débrancher le cerveau, je vais aller regarder une plateforme de série dont je ne citerai le nom, et je vais me regarder une série et voir 2, 3 épisodes, et je vais juste voilà, avoir envie de faire les mêmes choses que tout le monde en fait. Donc ouais, je dirais que je suis très banale dans mes réactions, comportements, et que là où c'est pas banal, c'est le fait de dire ok, là je m'assois et je traverse, mais tout le reste c'est plutôt banal en vrai. C'est mieux. Voilà. Ben, en tout cas, c'était pas banal de passer ce moment-là avec toi. Mm. Je vais te remercier vraiment beaucoup et puis on se retrouve tout à l'heure ben, juste pour la conclusion. Et ouais, j'ai été vraiment touché par cet échange. Merci à toutes celles que tu es. Merci à celle qui s'écoute quand elle a pas envie de répondre. Merci à celle qui construit sur le moment. Merci à celle qui avait déjà les réponses. Merci à celle qui tricote avec tout ça et qui fait des Scooby-Doo délicieux. Et donc merci pour ce moment partagé. Vraiment, c'était très chouette. Merci à toi Mathieu. C'est hyper profond, et j'ai envie de dire c'est du bon déstabilisant, parce que c'est rare d'avoir voilà, des interviews où on vient être cherché vraiment, et avec autant de bienveillance et de respect et de profondeur. Donc waouh, c'est très bon et stimulant et nourrissant. Merci. Bah, ça me touche. Merci beaucoup. Je passe maintenant la main à Gaëtan qui va venir exposer son point de vue subjectif. Il a suivi tout notre échange et il arrive avec ses remarques, ses questions, ses interrogations, ses approfondissements pour voilà le point de vue subjectif de Gaëtan. Bonjour Carole, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter votre échange avec Mathieu pendant ces minutes, voire même ces 2 heures que vous avez passées ensemble. J'ai pu voir la qualité de la connexion, de votre synchronisation. C'était vraiment très chouette à voir. L'implication que tu as aussi quand tu essaies de partager tes ressentis, quand tu essaies de partager finalement tes expériences de parcours ou les conclusions auxquelles tu es arrivé et puis tes ressentis. Voilà, ce sont des efforts parce que tu veux rendre ça accessible aux autres et je trouve que c'est une belle énergie de partage. Et moi, de mon côté, je vais rebondir sur certaines petites choses que j'ai notées et je vais te proposer peut-être, si je reformule mal, bah, de me corriger, de reformuler correctement tes propos et puis éventuellement te rebondir sur certaines autres choses que j'ai pu garder. J'ai noté cet enfant extraterrestre, puisque c'est comme ça qu'a commencé votre entretien, votre interview, avec un regard décalé, et tu as évoqué aussi une grande solitude, en reprenant tes mots. Tu nous as dit qu'au départ, tu étais coupé de ton monde émotionnel, car à certains moments, c'était trop. Et c'est justement ce que vous avez développé à un moment donné après, en disant que c'est aussi une forme de protection que l'on a, de pouvoir se couper de ses émotions quand vraiment c'est trop, pour réussir à survivre coûte que coûte. Que tu étais aussi avide de connaissances. Et j'ai retrouvé un mot que je peux entendre, ou que je peux employer moi aussi, c'est-à-dire que tu as mangé des conférences. Et voilà, avide de connaissances jusqu'à aller jusqu'à ce terme de manger. Je trouve que c'est pas anecdotique non plus par rapport à ces esprits en arborescence. Parfois avoir besoin de t'excuser régulièrement, et tu as travaillé justement à pas t'excuser puisque tu n'as pas à t'excuser et à avoir honte d'exister, si je reprends là aussi tes propos, et cette distanciation de soi pour ne pas ressentir le mal-être intérieur, puisque tu nous as dit à un moment donné que finalement l'émotionnel et le corps, ça peut être des endroits assez régulièrement ou assez souvent en souffrance. Et je me posais une question, puisque que ça soit mon parcours ou que ça soit le parcours d'autres personnes qui témoignent, il y a parfois ce réveil ou ce rapport au corps qui change après justement avoir ressenti des souffrances qu'on n'aurait pas ressenties dans une première partie de vie. Est-ce que, même si on rentre pas dans les détails, est-ce que toi aussi ça a été finalement une souffrance corporelle qui a été un révélateur à ce besoin de se réunifier? C'est une super question. Disons que c'est une double réponse. Comme je disais tout à l'heure avec Mathieu, pendant de longues années, moi j'ai été sujette à différents ressentis désagréables, que ce soit voilà, des oppressions, des serrements dans la gorge, etc. Donc il y avait quelque chose qui était là, latent,
mais j'avais pas suffisamment de billes pour savoir qu'il y avait quelque chose de psycho-émotionnel et de mémoire traumatique aussi qui était en train de se jouer. Donc, comme je n'ai pas été sujette, fort heureusement, à, par exemple, une maladie importante ou à quelque chose qui aurait été comme une sonnette d'alarme, comme ça peut être le cas pour une personne qui a une sclérose en plaques du jour au lendemain. Bon, ça ne se génère jamais du jour au lendemain, mais ça se déclare ou ça se diagnostique à un moment donné, ou qui déclare un cancer, etc. Moi, je n'ai pas vécu ce parcours-là, donc ce n'est pas par le biais du corps que j'ai eu cet appel, c'est plus ce réveil a eu lieu par rapport à mes enfants, et en particulier à ma fille aînée. Et donc après, effectivement, ben, ça a mis en perspective tout ce que je vivais au niveau corporel, et dans tout le travail que j'ai fait, ben, j'ai pu venir explorer ces différents endroits souffrants. Et d'autres qui ont commencé à apparaître. Par exemple, j'ai commencé à avoir très très mal à des genoux parce que je dis un coup c'était le gauche, un coup c'était le droit, j'avais mal aux genoux. Et puis voilà, au fil du temps et du travail que j'ai pu faire, ben, j'ai pu comme écouter ce qui se cachait derrière, les parts qui étaient là, la souffrance et ces douleurs-là. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de sensation d'oppression à la poitrine, le mal à la gorge, que j'avais eu pendant des années. Pour moi, c'était comme une seconde nature. Je comprenais pas, j'avais l'impression que tout le monde l'avait, mais c'était assez étrange quand j'en parlais. Ils me regardaient avec des yeux genre, ah, c'est quoi ton truc là, de la gorge? Et donc voilà, c'est pas par le corps trop que je suis arrivée, mais j'y suis passée et j'y passe encore parce qu'à chaque fois que mon corps commence à me parler, pour moi, c'est un indicateur clair. Si je commence à avoir un mal de gorge ou de tête ou mal au rein, etc., je me dis, il y a quelqu'un là qui est en train de frapper à la porte. Et c'est une porte d'entrée pour venir écouter mon monde intérieur. Merci. L'évocation de la culpabilité qui t'amène à la sidération. Alors c'est vrai qu'au début, tu parlais de se figer, de ne plus réagir, et tu as parlé du terme de sidération après, et comme tu le disais, le cerveau archaïque ou animal qui soit fuit, soit lutte, soit est en sidération, pour ne pas descendre en dessous dans le corps, pour ne pas être submergé par une douleur ou la responsabilité justement de ce parcours. Je me demandais si la peur, c'est de ne pas plonger dans la douleur et éventuellement dans la colère aussi. Tu n'as pas évoqué la colère à ce moment-là, mais est-ce qu'il y a aussi potentiellement cette... Je dis ça parce que moi, ça a pu être mon parcours, d'avoir peur de descendre et de descendre finalement dans la colère, dans une colère qui aurait été gardée, qui aurait été tue. Et donc, j'ai pu avoir peur de descendre dans la colère. Est-ce que la colère fait aussi partie de la peur pour toi qui a amené à cette coupure? Oui, alors comme il y a comme plein d'éléments que tu signales, donc ça demanderait peut-être de séparer les différents aspects. Tu vois, il y a la partie comme de la culpabilité, après il y a la partie de la coupure, et la coupure pour pas sentir les émotions. Pour moi, ce qui est en lien avec la colère, très clairement, par exemple, c'est une émotion qui est très difficile chez moi parce que dans mon histoire familiale, on n'avait pas le droit de se mettre en colère. Juste la colère, c'était pas autorisé à la maison. Ma mère se mettait en colère froidement, mais très froidement. En fait, elle ne hurlait jamais dessus. Mais voilà, c'était la loi, on disait la loi de la glace chez nous en espagnol. C'est-à-dire, elle ne nous parlait plus ou elle était très froide. Et donc, c'était ça, sa façon d'être en colère. Mais nous, on n'avait pas le droit d'être en colère parce que sinon, on se faisait rembarrer. Et donc, cette émotion-là a dû se taire et a dû être mise de côté. Et donc, à la place, a pu se mettre en place soit la tristesse, soit la coupure tout simplement de la colère. Et donc, moi, je me mets jamais en colère. En fait, moi, je disais il y a des années, moi, je suis jamais en colère, tout va bien en fait. Et effectivement, le fait de venir toucher la quantité de colère qui est en dessous, parce que la colère, c'est pas genre, ah, moi, je ne suis pas en colère. Si, on est tous en colère. C'est-à-dire que ça fait partie de toute la palette d'émotions, on les a tous. C'est juste que soit elles s'expriment, soit elles s'expriment pas. Et quand elles s'expriment pas, souvent, on a cette impression d'effet volcan, qu'il y a une espèce de force qui a envie de, comme disait Mathieu tout à l'heure, comme de se gueuler ou de s'exprimer. Et voilà, et c'est hyper flippant de se dire je vais aller m'approcher de cet endroit-là parce que c'est tellement condensé et intense et vif
qu'on a l'impression que ça va détruire la Terre entière, en fait, que ça va soit nous anéantir, soit anéantir tout le monde autour de nous. Et donc, ça peut être extrêmement difficile de faire le chemin pour se dire, si, je vais aller la goûter un petit peu, cette colère, parce que c'est hyper flippant. Et parce qu'à l'époque, quand on était enfant, on nous a montré que tu ne seras pas aimé si tu es en colère. Donc moi, je veux pas ne pas être aimé. Comme ce sont des parents moi très très jeunes qui gèrent ça, ben, elles se disent on va pas se mettre en colère, sinon on n'a plus d'amour, on n'a plus d'attention. Et donc ça devient un terrain très très compliqué et miné. Et donc on s'en prémunit, on s'en coupe et on ne sent plus. Mais elle est là. Ça me paraît très clair, effectivement, quand tu le dis comme ça, et ça me parle par rapport à la fois l'injonction et à la fois la peur de plonger à l'intérieur et de ne pas contrôler, puisque on n'a pas pu y aller, ça nous avait été interdit. Oui, c'est très parlant, merci. Mm. Euh, L'impression qu'on fait les choses mal, tu as évoqué ça aussi, cette impression parfois de mal faire les choses. C'est vrai que je me suis dit, moi, il y a quelque chose qui a déminé ça, c'est cette impression de faire les choses mal a été compensée par me dire que je faisais les choses au mieux. C'est pas dire chercher à mieux faire les choses, c'est faire les choses au mieux, suivant Mhm. l'énergie du jour, l'humeur du jour, conditions du jour. Je sais que si je le fais, c'est que j'en ai envie, mais je fais les choses au mieux, c'est-à-dire que c'est tout sauf la perfection. Et je me suis demandé si l'hypersensibilité n'allait pas, presque envie de dire malheureusement, parfois avec cette quête de perfection, justement, une quête sans fin. Est-ce que pour toi, tu lis hypersensibilité et quête de perfection? Mm. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je me dissocierais peut-être un peu de la notion d'hypersensibilité. Je dirais plus que quand on a des blessures traumatiques ou des charges, on peut avoir des parts de nous qui, qui ont été programmées pour se dire peut mieux faire, il faut être parfait, il faut jamais s'arrêter parce que sinon, voilà, on n'est jamais assez. Il faut continuer de se donner, se donner, se donner. Et c'est une blessure qui est assez fréquente, assez récurrente pour certains types de personnes qui peuvent manifester une forme de sensibilité aiguë, effectivement, parce que ce sont souvent des profils, j'ai remarqué, sauf certains qui ont plutôt été en mode rebelle, mais c'est beaucoup plus rare, en tout cas des personnes qui me consultent. Et du coup, ce sont des profils qui souvent ont été dans la suradaptation. Et quand on est dans la suradaptation, ben, on est en lien avec les attentes de l'extérieur, les attentes des autres. Et si les attentes des autres sont plutôt très élevées, ben, on va avoir intériorisé une part de nous qui se dit encore plus, 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 et c'est jamais assez. Et le fait de se dire j'ai fait au mieux, pour ces parts-là qui se disent si, continue parce que comme ça tu seras aimé, c'est impensable. Parce que ça veut dire non, tu vas t'endormir sur tes lauriers, tu vas du coup baisser la garde et tu vas pas être au top. Et si t'es pas au top, ben, tu te garantis pas un minimum d'attention ou d'appréciation, et ça c'est trop dangereux, donc continue, vas-y, 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 vas-y. Cette peur de ne pas être assez aimable ou aimable tout court. Exact, tout à fait. Qui est en fait, en tant qu'humain, notre besoin primordial quand on vient au monde, c'est le besoin d'attachement et c'est le besoin de lien avec les nôtres. Et pour ça, ben, on a besoin de se sentir aimable. Et si on ne nous aime pas pour qui on est, et on nous fait comprendre très tôt que c'est pas par qui on est qu'on est aimable, c'est parce qu'on est sage, gentil, souriant, nani, nana. Si on comprend que c'est ça, eh bien, on va modéliser notre comportement pour être aimé le plus possible, pour recevoir les soins dont on a besoin pour survivre. En fait, c'est une fonction de survie. Et donc, on va faire taire notre authenticité, qui est notre deuxième besoin comme primal ou primaire. En plus de l'attachement, c'est le besoin d'authenticité, d'être en intégrité avec qui on est dans notre unicité. Mais ça va passer à la trappe parce qu'on a besoin d'être aimé, en fait. On nous amène à être dans le faire plutôt que dans l'être pour être Ben, aimé. exactement. Ou alors dans un être qui n'est pas celui qu'on est vraiment. C'est l'être qui m'arrange bien. Et qui arrange les autres pour le coup. Oui, qui m'arrange bien, je veux dire les autres, Oui, oui. effectivement, Ouais, c'est ça. qui arrangent moi le parent, ou moi l'instit, ou moi, mais pas la personne en elle-même, effectivement. Merci de le relever, Gaëtan. Euh, alors, il y avait ce que tu as évoqué sur le fait d'avoir un cerveau qui allait peut-être
se dire j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais pu répondre aussi, je répondre ça. Moi, je me suis demandé, alors c'est totalement hypothétique, mais avec un cerveau justement qui aime bien manger, un cerveau qui aime bien mouliner différentes informations, comme tu l'as dit, à un moment donné, tu t'intéresses à un sujet, tu vas te spécialiser sur ce sujet. Est-ce que finalement, quand on n'est pas en train de manger ces informations, ces sujets, à mettre des pièces les unes avec les autres, ce cerveau surentraîné finirait pas par rejouer la journée à défaut d'avoir quelque chose à mouliner? Et c'est dans ces Mmh. moments-là qu'il se serait, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû. Parce qu'en fait, c'est devenu son habitude à force de fonctionner, de turbiner. Et quand on n'y a rien à lui donner à manger immédiatement, pas d'intensité, est-ce que il serait pas justement en train de prendre le premier truc qui vient, c'est-à-dire le souvenir de la journée, des interactions qu'il y a eu pendant cette journée, pour Oui. refaire le match? Oui, c'est super intéressant ce que tu nommes. Pour moi, il y a comme plusieurs grilles de lecture à ça. Il y a un aspect comme purement physique et chimique qui serait en lien avec voilà, les circuits de la dopamine qui font que c'est le circuit de stimulation où ça goûte bon et du coup j'ai besoin d'avoir un stimulus, etc. Et on est comme dans des shoots d'hormones intérieures et on est du coup dopé un peu à ça et on a besoin que ça se poursuive et on peut se dire ok du coup je vais rejouer la journée ou ce qui s'est passé ou ce qui va se passer demain pour continuer dans cet espace là. Et aussi, pour moi, une autre façon de le lire, c'est de se dire, euh, je peux aimer beaucoup manger des conférences, moi personnellement, parce que ça m'empêche, ça me permet d'être là-haut dans le studio et ça m'empêche d'être en lien avec ce qui se passe plus en dessous. Et plus en dessous, il peut y avoir des espaces qui s'en veulent de ce qui s'est passé ou de la rumination. Et donc, j'aime mieux combler avec du savant ou du chouette, Nali, ou du ce qui me passionne, que d'être plus au contact de j'ai pas trop aimé ça, et puis je le ressassouille. Et puis ça permet aussi de ne pas être au contact de ce qui est encore en dessous, qui est peut-être l'émotion, qui est en dessous de la rumination, il y a toujours une émotion en fait. Et souvent, il y a de la colère, de la douleur, du chagrin, parfois c'est mélangé. Mais toujours en dessous de la rumination, il y a une émotion. Et quand je rumine, je suis pas au contact. Et en dessous de la douleur émotionnelle, il y a une douleur physique, si je suis au contact vraiment de mon corps, et une douleur voilà, qui est ouais, vraiment au niveau physique. Et c'est ces différents étages où c'est en fonction de là où j'ose habiter que je vais être à un moment donné. Bien, oser aller voir, oser habiter, oser s'écouter aussi même, après Absolument, tout. tout à fait. Euh, le problème autour du choix, tu évoquais parfois nos négociations internes entre nos partis, ce qui ramenait à ce principe de l'IFS que tu nous as évoqué, les différentes parts, les éclairer, les écouter. Et l'idée derrière, c'est de les réunifier. C'est une très bonne question. Oui, je dirais plus que les réunifier, même si c'est quand même juste, mais je dirais se réunifier avec elles ou les ramener à la maison. Parce que souvent, moi j'aime bien cette notion de parts exilées parce qu'elles sont mises au loin en fait. C'est des parts de nous qui, quand on les consulte, souvent elles se sentent comme abandonnées, comme je suis tout seul en fait, voilà, je suis abandonnée, il n'y a personne, je suis nulle ou je suis là avec ma souffrance. Et le travail, pour moi, il consiste à voilà, les rencontrer, les écouter et les inviter, quand elles sont prêtes, bien sûr, et d'accord, à revenir à la maison, à revenir au centre, habiter vraiment pleinement dans ce château, au lieu d'être enfermé dans une petite pièce là, au loin, aux oubliettes. Alors, la transition, et ça c'est le clin d'œil, quand vous parliez tout à l'heure avec Mathieu de château, et à un moment donné tu as parlé de vacances à Disney, au centre de Disney il y a un château. Ah, effectivement. Tu as évoqué l'importance de la couleur du thérapeute, ça je trouvais très intéressant aussi de notifier ça au-delà même de la pratique, des outils ou du parcours, il y a cette couleur du thérapeute et trouver un thérapeute qui finalement convienne, avec qui il y a quelque chose de plus qui passe. Vous avez parlé d'alliance thérapeutique, Mathieu a parlé de ça et c'est vrai que je trouve ça très, très pertinent. Le piège de la meilleure version de soi-même, cette sorte d'idéologie qu'il faudra devenir la meilleure version de soi-même, il faudra encore faire des efforts laborieux supplémentaires, alors que déjà, souvent le début de vie a déjà été pas mal semé
d'efforts à faire et l'invitation de tout simplement aller se rencontrer justement au centre, au niveau de ce château. Je trouve ça chouette comme idée, se foutre la paix quelque part sur les faire, les actions et juste, se ressentir et alors je dis voilà, théoriquement, c'est très gentil à dire, mais c'est tout un cheminement. L'évocation des addictions pour se couper, s'anesthésier des sensations, tu en as parlé. La part aussi, quand tu as évoqué le suicide, qui pourrait être cette part très jeune, qui cherche des solutions, qui cherche des portes. Ça m'a parlé à un moment donné, en fait, dans une situation d'impuissance, dans une situation de sidération. Ne pas pouvoir imaginer des portes, pour moi, ça a été horrible, plus jeune, et se dire que, évidemment, le suicide est une des portes. Avoir des portes, c'est avoir des choix, donc se redonner de l'air. En tout cas, c'est comme ça que moi, je peux le ressentir, en ce qui me concerne. Et c'est vrai que quoi qu'il arrive, se dire que toutes ces parts, quelles que soient leurs pensées et leurs solutions apportées, sont là pour nous protéger, nous apporter des solutions quand c'est trop inacceptable. Donc retrouver une empathie, une acceptation de tout cela, quitte à se faire aider par quelqu'un d'extérieur qui peut éclairer ça de cette façon. J'ai trouvé ça très juste et merci de l'avoir évoqué. Et je terminerai avec ce que tu as évoqué, c'est-à-dire le corps ne ment jamais. Et moi, ça m'a fait penser à un livre qui s'appelle Le corps n'oublie rien. Est-ce que tout ça, on peut le conseiller en termes de lecture? Est-ce que ça va bien avec ce corps qui ne ment jamais pour toi? Absolument. Pour moi, ce livre de l'auteur Bessel van der Kolk, Le corps ne ment jamais, The Body Keeps the Score, et j'explique Un comment beau dire. lapsus. Oui, Le corps n'oublie rien. voilà, c'est ça en français, merci. Ce livre est vraiment très, très éclairant et très puissant et très beau pour comprendre effectivement la dynamique traumatique et comment elle s'inscrit dans le corps et comment c'est le corps qui va venir souvent au devant pour nous parler l'histoire, nous raconter l'histoire dont on se souvient peut-être ou dont on se souvient pas. C'est un livre vraiment très, très, très intéressant. Les livres, encore une fois, de Gabor Maté qui sont très, très intéressants sur voilà, le lien avec le traumatisme, le corps, les maladies. Et voilà, et moi j'ai coécrit un livre sur la question avec mon compagnon Nicolas Souchal, qui s'appelle « C'est trop fort », passer d'une hypersensibilité souffrante à une sensibilité épanouie, et où on traite aussi de la question du traumatisme et comment pouvoir les intégrer, ces traumatismes, pour vivre mieux sa sensibilité. On rajoutera tout ça sous la description de cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir proposé ces lectures. Je trouve que c'est une chouette conclusion pour justement ne pas s'arrêter à ce qu'on s'est dit, mais en espérant qu'on ouvre quelque chose grâce à ces interviews et qu'après les personnes aient la joie d'aller plus loin pour eux. Je te remercie beaucoup pour ce temps passé avec nous. Merci beaucoup à toi. Merci pour toute ton attention et tout ce que tu as généreusement voulu partager avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous deux. Eh bien, merci beaucoup, Carole, pour ta confiance et pour cet échange sincère, divers, dense, souriant, vivant, riche et humain. Et ouais, je te laisse même peut-être en placer une si tu veux. Merci à toi déjà d'avoir créé cet espace qui me semble comme tellement profond et ouais, c'est profond le mot qui me vient. Et rare, oui c'est ça, je cherchais ce mot rare. Merci à vous deux d'avoir créé cet espace-là et très honorée d'y avoir été conviée. Je sens que ça porte une richesse et une singularité précisément qui, moi, est très très touchant. Merci infiniment. Waouh. Dis donc, j'ai bien fait de te laisser parler. Moi, je continue quand même ma conclusion. Mais merci encore. Les liens pour accéder à tes livres et ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!